débat reçoit pour vous une femme, une grande dame, moi je l'appelle ainsi, parce qu'elle tient de mettre un magazine. Ce n'est pas facile dans l'espace médiatique congolais. Une jeune consoeur, Ruth Ngwanza, défi congolais. Et avec elle, nous allons parler un peu de plusieurs défis congolais. Qu'est-ce qu'on a à relever comme défi aujourd'hui après la Covid-19? Elle est en train d'organiser un festival. Nous allons parler de l'économie congolaise après la Covid-19. Jeune entrepreneuse, elle ose défier les grandes, disons, le monde économique aujourd'hui, et elle va donner la parole à plusieurs d'entre nous pour que nous puissions mettre l'accent sur l'économie post-Covid. Très heureuse d'être avec nous, Ruth Ngwanza. Moi aussi, merci beaucoup, chère Paulette Kimontou. Merci de toujours soutenir les initiatives des jeunes, grandes dames comme vous nous l'appelez, parce que nous sommes sur votre voie. Donc, merci de m'avoir reçu dans cette belle émission. Ok. En tout cas, vous avez un magazine, Défis congolais. Vous pouvez nous donner un peu la ligne éditoriale de cette revue. Vous parlez de quoi Alors, le Défi congolais, c'est un hebdomadaire d'information et d'analyse générale. Nous sommes au milieu du village, nous traitons l'actualité dans sa diversité et nous sommes beaucoup plus dans les analyses de manière générale et puis les informations. Ça existe depuis 2008 en ligne et ça fait pratiquement 3 ans que nous éditons maintenant, nous paraissons sur papier chaque semaine. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce journal que j'ai été élue première vice-présidente de l'Association nationale des éditeurs des journaux du Congo. Oh, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Nous allons prendre aussi l'accent des femmes. Je profite de l'occasion pour saluer la présidente de l'ACOFEP, l'Association des femmes de la presse écrite, avec Grace Ngikie. À toi, Grace Ngikie, je te donne aussi, je te lance l'invitation pour que tu viennes nous reparler encore de cette association, des avancées de cette association. Vraiment, bonjour à toi, Grace Ngikie. Ruth Ngwanza, les femmes éditrices, il y en a beaucoup, les femmes journalistes de la presse écrite, il y en a maintenant. Est-ce que les femmes ont repris à aimer la presse écrite, parce qu'à un moment, c'était vraiment le désert, c'était pas facile. Hein. Oui, et de nos jours, je crois que oui, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Quand on parlait de la presse écrite, on voyait les hommes. On avait l'impression que les femmes sont faites pour la télé. Les belles femmes comme vous, oui, sont faites pour la télé. Et quand on parle bien, qu'on a une belle voix, c'est pour la radio. Après, bon, parce que ici dans notre pays, jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, les gens disent que Congolais batanga raté. Et donc, le fait qu'on ait placé ça dans nos têtes, que les Congolais ne les lisent pas, c'est peut-être pour ça que les femmes évitent d'aller en presse écrite. Moi-même, j'ai fait, à l'IFASIC, j'ai fait la radio-télévision. Mais c'était une passion pour moi. Je me suis rendu compte que c'est vrai, autant je peux être bonne pour la télé, comme j'aime la télé, mais la presse écrite, c'est venu comme ça, c'est une passion. Ce que je me dis, dans tout le cas, à la télé comme à la radio, on écrit. On écrit toujours, c'est ça que les gens oublient. Oublient, c'est ça, donc on écrit toujours. Et après, quand j'ai décidé carrément de me lancer dans ce journal, j'ai commencé à écrire, je me suis tellement habituée que je l'ai aimé et aujourd'hui, j'ai commencé à perdre un peu le goût de la télé et j'ai préféré me concentrer sur la presse écrite. Et du jour au lendemain, on remarque qu'il y a plusieurs femmes, encore des jeunes filles, parce que bon, c'était des femmes, des grandes dames, des mamans, mais de nos jours, il y a des jeunes filles. La COFEP même réunit plusieurs jeunes femmes aussi qui viennent de finir les études à peine. Mais bon, au sein de l'ANECO, l'association que je dirige en tant que première vice-présidente, il n'y a pas beaucoup de femmes en presse écrite. Il y a, déjà même dans le comité, il n'y a pas des femmes. Il y a à peine 2 femmes dans le comité. Il y a Gudil Boalia qui aujourd'hui édite le journal L'Objectif et moi qui suis éditeuse du défi congolais. Mais bon, c'est comme on dit, c'est aussi un défi. Donc l'objectif, c'est d'encourager les jeunes femmes à se rendre compte que quand on est intelligente, on n'est pas obligé de se dire qu'être intelligente, c'est passer à la télévision. Donc pour celles qui ont les dons, pour celles qui veulent écrire, parce que dans tout le cas, ça doit être une passion, une volonté, pour bien faire ce qu'on fait, il faudrait qu'on puisse l'aimer. Et donc à celles qui l'aiment, qu'elles soient encouragées. Peut-être que dans 2 ans, à l'IFASIC, on aura plus de femmes en presse écrite qu'en radio-télévision. Oui, c'est cette guéguerre. Moi, j'ai toujours été un peu contre pour le fait de dire que passer à la télé, c'est facile. Je suis contre ces préjugés-là. Ce sont les deux extrêmes des préjugés. Exactement. Les gens pensent que quand on passe à la télé, c'est assez facile parce qu'on est belle et tout ça. Ce n'est pas facile, Ruth, je te le dis, c'est pas facile. Nous devons beaucoup lire, nous devons beaucoup nous cultiver parce que la télévision nous fait ressortir aussi beaucoup de nos idioties. Ne l'oublions pas. Hein. Surtout, ça expose. Ça expose. Donc, quand tu commets une faute à la télévision, c'est beaucoup plus frappant que peut-être à la presse écrite. Il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas un métier de facilité. Il faut le dire. C'est un choix
journalistique, mais que chacun, dans sa sphère... Parce que le processus est les mêmes. Il faut récolter, il faut traiter, il faut écrire. Voilà. Défis congolais aujourd'hui, quels sont les défis que vous rencontrez quand vous, pour faire paraître un journal aujourd'hui? Quelles sont les difficultés? Quel est ce chemin de la croix que vous empruntez pour faire paraître votre journal chaque semaine? Chemin de la croix, j'aime bien ça. Ça, c'est vraiment ce qu'il fallait qu'on utilise. Parce que, bon, avant que je ne m'y lance, moi, je me disais aussi, bon, je pensais que c'était facile. Mais de nos jours, c'est bien, on peut écrire. Et nous, je le précise, nous imprimons en couleur nos éditions. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de journaux ici en RDC qui impriment en couleur. C'est vraiment un grand défi. C'est un grand défi, il faut écrire en ligne, c'est bien, tout se passe bien, tout comme sur le journal papier. Mais les impressions, étant donné que tant que vous n'avez pas d'imprimerie, il faudrait aller imprimer quelque part et imprimer parce que nous tirons un peu de 2000 exemplaires la semaine. Et donc, déjà pour imprimer toutes ces éditions-là, ça prend beaucoup d'argent. Et après, heureusement pour nous, nous avons les supermarchés GG Mart comme partenaire. Donc, c'est là-bas que nous écoulons nos journaux. C'est vrai qu'on ne finit toujours pas tout ce que nous imprimons. Donc, vous ne parvenez pas à écouler 2000 exemplaires? Mais si, je dis aujourd'hui parce que nous sommes maintenant dans l'expansion. On est dans plusieurs provinces déjà ici à Kinshasa qu'on imprime. On envoie à Matadi, à Lubumbashi, à Kikwit, en dehors de Brazzaville qui, depuis 1 an, nous envoyons aussi. Et donc, GG Mart nous permet aujourd'hui, avec ces supermarchés, de pouvoir écouler nos marchandises. D'avoir une certaine visibilité. D'avoir vraiment une visibilité et puis de pouvoir donner de la valeur à ce que nous faisons. Parce que envoyer dans des kiosques à journaux comme nous les faisions, c'était pas mal, oui, mais après, c'est toujours pas la même valeur qu'on accorde à votre journal. Nous, on a un prix. Après, ces vendeurs-là, chacun a son prix. Et c'était vraiment des longues histoires. Mais nous, on a mis en place une très bonne stratégie marketing commerciale. En dehors du fait que nous avons nos supermarchés, nous avons plusieurs partenaires, nous envoyons nos journaux dans les institutions. Donc, quand nous avons nos commandes, on sait déjà 1000 exemplaires vont chez les partenaires, les différentes institutions, les entreprises et ainsi de suite, et avec les supermarchés et nos partenaires qui nous envoient les journaux de province, ça nous permet d'écouler. Mais les impressions, ça je l'ai dit au début, c'est les seuls défis, mais bon, que nous sommes en train de relever parce que nous sommes donnés ces devoirs de garder le cap. Donc peu importe les difficultés, on reste en couleur, on ne passe pas de la couleur en noir et blanc. Vous ne basculez pas en noir et blanc. Voilà. Mais quelle est la différence? Pourquoi vouloir sortir ça en papier? Parce qu'aujourd'hui, les médias, c'est vraiment le média en ligne, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est plus facile quand on a l'Internet de lire que d'avoir... pourquoi vous n'êtes pas focalisé sur les médias en ligne? Nous, d'ailleurs, c'était un peu plus facile. Hein. Oui, nous, c'était l'inverse, d'ailleurs, parce qu'on a commencé en ligne. On a commencé en ligne pendant très longtemps. Comme moi, j'ai récupéré les journaux, au fait, ça faisait depuis 2016, on était en ligne. C'est en 2019 qu'on a basculé sur papier. Et donc, nous, on voulait offrir la diversité. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile parce que le même article que nous mettons dans nos journaux papier, nous les relayons en ligne, pas seulement sur les sites, mais sur plusieurs autres plateformes numériques. Il y a Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Nous avons partout des comptes, des pages du journal qui nous permettent de relayer ces informations. Donc, on donne la diversité à nos informations et malgré les faits que les gens pensent qu'aujourd'hui, que de nos jours, les gens ne lisent pas, nous, on rassure que les gens lisent. Les Congolais lisent. Oui, les Congolais. C'est vraiment... Oui, bon, ça reste un préjugé et ça dépend aussi de la cible. Pour nos journaux papier, nous avons une cible précise. Et donc, nous, on pense que mélanger, c'est l'idéal. Rester seulement en ligne, pas sur papier, ou rester sur papier, pas en ligne, c'est la même chose. Mais nous, on a carrément décidé d'être en ligne et sur papier. D'ailleurs, dans les années qui viennent, on va passer aussi, on aura pourquoi pas une chaîne de télévision, une chaîne de radio. Question de donner la diversité à nos analyses et à nos informations. Mais les deux, en tout cas, marchent bien. Ruth Ngwanza, quantième promotion de l'IFASIC? 48e promotion de l'IFASIC. 48e. 38e, parce que 44, c'est ma fille, là. Non, ça doit être 45e promotion, je crois. Je ne sais plus. Non, 43. C'est très important de savoir. Pourquoi? Parce qu'au fait, on se demande, il faut commencer par il faut comptabiliser à partir de la première année ou la dernière année. Donc, moi, c'est la 43e promotion. Tu t'es trompée, Ruth. Moi, je suis de la 18e promotion. Il faut toujours savoir sa promotion, c'est très important. Exactement. 41e promotion. Je me suis retrouvée dans le groupe WhatsApp. Voilà. C'est la 41e. Là, c'est vraiment merci. Bon, j'aimerais bien savoir, nous venons de perdre un grand professeur.
Les professeurs Mbelolo. Exactement. Qu'est-ce que vous avez de lui comme souvenir? Pour moi, c'était mon prof d'expression orale et écrite, très pointilleux, très correct. C'était vraiment un papa, à part être professeur. C'était vraiment un père. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du professeur Mbelolo? En tout cas, je vous remercie de me donner l'occasion de parler de lui. C'est Grand Baoba. En le postant hier sur mon statut, j'ai dit un truc pour rigoler, mais c'était vraiment un papa. À l'époque où moi, il m'a donné la presse écrite, j'étais chef de promotion adjointe. Et c'est là d'ailleurs que je m'étais plus rapprochée de lui. Il me prenait vraiment comme sa fille. Et d'ailleurs, pour rigoler, je disais, il me donnait toujours 2 $ sur chaque syllabus vendu, parce que c'est moi qui vendais ces syllabus. Il me disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'étudiantes assez sérieuses, sincères. Et donc, c'est ça, il vendait son syllabus à 15 $. Donc, imaginez pour 1000 étudiants, quand tu as 2 $, j'étais carrément boss à l'époque. Un bon papa, mais très sévère. Très rigoureux. Sévère. Autant il peut rigoler, mais quand il fallait travailler, c'était sérieux. Moi, je me dis, il ne donne pas des avantages. Lui, c'était au fait la rigueur, tu travailles bien, tu obtiens ce que tu veux. Quand il sent que tu étais une bonne étudiante, mais que tu commences un peu à te perdre, il te ramène à l'ordre. Mais dans l'auditoire, ça restait un professeur. Il ne favorisait pas les étudiants. Il ne coinçait pas non plus les étudiants. Donc, quand tu as bien travaillé, tu obtiens ce que tu veux. Mais après, bon, il est tombé malade. Nous remercions Dieu d'avoir profité de la science dispensée par lui. Et nous souhaitons à ce qu'il repose vraiment en paix. C'était vraiment un bon papa, les professeurs. Tout le monde garde des bons souvenirs de lui aujourd'hui. Je profite de mon micro, de cette caméra, pour présenter mes condoléances, parce que j'étudie avec sa fille. Nous sommes de la même promotion, Zola Matingou, donc qui est aux États-Unis. Donc Zola, toutes mes condoléances, toutes nos condoléances, vraiment. Ça a été notre père à tous. Vraiment qu'il repose en paix. L'IFASIC, nous y restons. Beaucoup se plaignent aujourd'hui, Ruth, que l'enseignement est devenu au rabais de l'IFASIC, que beaucoup de maisons de presse, des fois, ne veulent pas recevoir les étudiantes qui sortent de l'IFASIC pour des stages, où ça devient très problématique. Toi qui es passé là-bas 5 ans à l'IFASIC, est-ce que pour toi, l'enseignement a gardé comment dire, sa force? Est-ce que les professeurs enseignent toujours avec le même amour, avec la même rigueur, ou il y a baisse vraiment de qualité de l'enseignement à l'IFASIC aujourd'hui? Je parle de l'IFASIC parce que c'est notre alma mater, je ne peux pas parler d'autres, je parle de l'IFASIC. Ok, parlant de l'IFASIC, moi je dirais, bon, vous des listis, parce que je suis sûre que vous êtes des listis, vous vous vantez, vous dites toujours qu'à l'ISTI, c'est différent, l'IFASIC est différent de l'ISTI. Moi qui suis passée par là, à l'époque où c'est passé des listis à l'IFASIC, je ne peux pas dire que l'enseignement a été au rabais. Moi, en tout cas, je me dis que moi, l'IFASIC m'a donné les meilleurs. En tout cas, selon moi. Mais je pense plutôt que ce sont les étudiants qui sortent de l'IFASIC aujourd'hui qui renvoient une mauvaise image de cet alma mater. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait une négligence. Les enseignants, les professeurs n'enseignaient plus. C'était les assistants, les chefs des travaux, bon, avec des petites légèretés. Mais après, quand la décision avait été prise, que c'est seuls les professeurs qui devaient entrer dans l'auditoire, en tout cas, moi, ma licence, c'était comme ça. On a tous ces professeurs, ces meilleurs professeurs qui vous ont enseigné, pour certains, vous, à l'époque des listis, ils m'ont enseigné, moi, et donc c'était la même chose. Les résultats que nous renvoyons après, auprès de ces gens-là qui refusent aujourd'hui de prendre des stagiaires de l'IFASIC, dépendent maintenant d'un étudiant à un autre. Ça dépend de ce que ces étudiants ont tiré de l'IFASIC. Moi-même, j'en ai l'expérience parce que je suis à la Commission nationale des femmes entrepreneurs. L'année passée, on a reçu des stagiaires de l'IFASIC. Il y a d'ailleurs l'une de mes présidentes, des vice-présidentes qui disait « Mais je ne comprends pas, tu es sûre qu'elles ont fait le même IFASIC que toi ?» J'ai dit « Oui, mais pourquoi c'est différent ?» J'ai dit « Bon, pour moi, c'était quand même gênant de voir que les étudiants de l'IFASIC qui sont venus après moi, je ne dis pas que tous sont comme ça, mais je dis celles que nous, on a reçues, parce que c'était des filles, celles que nous avons reçues chez nous, n'ont pas donné une bonne image de l'IFASIC. Et la dame dit « Si je ne connaissais pas Ruth, je n'allais jamais faire confiance à l'IFASIC. » Donc après, moi, je me dis que ça dépend du résultat, parce que ce sont les mêmes enseignants, pratiquement les profs Mbelolo aujourd'hui. J'ai vu les dire comme de l'IFASIC dire qu'il a été enseigné par les profs Mbelolo. J'ai dit, ah ok, donc il a enseigné Papa Léon, il a enseigné Paulette qui monte aujourd'hui, il m'a enseigné moi en G1. Donc il a gardé le même cap, c'était le même style. C'est vrai qu'à un certain âge, certains se fatiguent, mais en tout cas, tous les professeurs que nous on a eu, le professeur Moukeni, les professeurs Kitima, c'est des profs qui donnent les cours de la même manière, mais ça dépend maintenant de comment la perception des étudiants et après du résultat sur terrain de ces produits de l'IFASIC. Nous allons parler maintenant du défi congolais. C'est vrai que notre pays est potentiellement riche, comme on dit. Mais j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit quand un pays est potentiellement riche, il est réellement pauvre.
Ruth Ngwanza, vous qui sillonnez, vous faites des reportages chaque jour, chaque semaine, comment vous sentez notre économie aujourd'hui? Est-ce que c'est une économie qui est malade, c'est une économie qui est en voie de guérison, c'est une économie qu'on doit perfuser? Comment vous sentez l'économie? En voie de guérison. C'est une économie qui doit être perfusée, comme vous l'avez dit, c'est votre exception. C'est d'ailleurs dans ce cadre que ce festival, le défi congolais, du nom de notre hebdomadaire, a été lancé. Cet événement, au fait, n'a pas d'autres objectifs que celui de l'intérêt national. Parce que nous, on se dit que la RDC ne saura pas avoir des capitaux étrangers réussis si déjà on ne sait pas mettre en exergue nos propres réussites. Donc nous, l'objectif, c'est de pouvoir réunir les maximums d'idées, les maximums de stratégies pour relancer l'économie de la RDC après Covid-19. Parce qu'en dehors même de la crise sanitaire qui a frappé, il y a eu une autre crise économique. Et pour le compte de la RDC, c'est comme vous dites, tout le monde dit on a beaucoup de potentialités. On est riche. Au fait, notre pays est censé être riche. Est censé, hein? C'est le français. Est censé, oui, notre pays est censé être riche. Mais bon, la population n'en bénéficie pas, au fait. Et donc, nous, on veut prendre les acteurs. D'ailleurs, on a dit qu'on va mettre les acteurs institutionnels, non institutionnels, les acteurs influents de la société civile face aux journalistes grandes plumes, dont vous. D'ailleurs, je profite pour dire que Paulette Kimon, tu es parmi les journalistes qui seront en face de ces hommes politiques et non politiques. Elle a d'ailleurs l'habitude de recevoir, comme elle est très pointue. L'objectif, c'est de réunir les maximums de messages, des stratégies qui doivent être mises en place pour que justement nous puissions sortir de cette idée que la RDC est un pays qui est censé être riche, que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il faut pour relancer l'économie de l'après-Covid-19. Donc, on va réunir plusieurs personnes, chacun avec son thème. Chacun va les développer de sa manière pourvu que nous puissions arriver à des conclusions qui feront que nous puissions réellement garder les caps. Ruth Ngwanza, c'est vrai que vous êtes jeune, ça se voit, mais ce genre d'initiative, on le fait deux fois par milliers, les gens le font, des belles recommandations en sortent. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est la mise en pratique de toutes ces recommandations. La plus grande école des recommandations, c'était la Conférence nationale souveraine. On se rappelle en 90, peut-être que vous n'êtes pas encore né, 90-91, plus de 3000 à 4000 recommandations, jamais appliquées. Comment faire, vous qui êtes de la nouvelle génération aujourd'hui, pour mettre en application toutes les recommandations qui sortiront de ce genre d'atelier? Exactement, ce festival, au-delà du fait que nous allons le tenir ce jour-là, mais nous allons prendre les maximums de messages que nous allons pérenniser autant de fois après l'événement. Parce que c'est comme vous dites, on a remarqué qu'il y en a eu plusieurs, on en discute, on en parle, nous avons des experts, parce que nous d'ailleurs, on n'est pas experts en économie, mais nous on essaye, c'est pour ça que d'ailleurs, on va mettre en exergue ces personnes-là qui sont censées le faire, mais à notre niveau, nous nous disons qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est notre pierre au fait, nous nous disons qu'on va le réunir, on va prendre ces messages, nous nous donnons la charge de pouvoir mobiliser. Non seulement du monde, mais après prendre ce message, le relayer autant de fois. Et s'il y a des recommandations pertinentes que nous allons justement reprendre pour aller voir quelle porte il faut frapper, quel acteur il faut toucher, quel point il faut réellement toucher, jusqu'où il faut aller pour que nous parlions enfin de la mise en pratique. Parce que l'économie, nous on parle de l'économie, ça ne concerne pas que les politiques. Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que oui, c'est les membres du gouvernement qui doivent mobiliser. C'est vrai qu'on a pris aussi les membres du gouvernement, mais on s'est dit que chacun devrait être acteur dans son coin, chacun devrait apporter une pierre. Mais c'est le gouvernement qui donne la ligne politique d'un pays, c'est le gouvernement qui trace la vision. Si le gouvernement n'a aucune vision, si le gouvernement n'a aucun programme, ne nous montre pas le chemin à suivre, comme on dit, donc on navigue à vue, comme on dit en français. Donc comment faire? Parce que c'est le gouvernement qui donne la ligne de conduite, partout ailleurs. Exactement. Et le gouvernement donne la ligne de conduite, mais après on se dit qu'on va carrément pas attendre le gouvernement. Parce qu'en RDC, on a des banques, il y a des assureurs, il y a des entrepreneurs. Et alors, il faut mettre toutes ces personnes doivent accompagner le gouvernement. Parce que, bon, parlons de ce gouvernement qui n'a à peine que 6-7 mois, on ne sait pas, peut-être que ça va aller jusqu'à 1 an, mais bon, d'ici 1 année, 2 ans, peut-être qu'on ne va même plus parler du même gouvernement. Mais si déjà on ne sait pas mobiliser les banques qui accompagnent les entrepreneurs, les assureurs, dans n'importe quel secteur, on ne va pas croiser les bras et se dire qu'on attend le gouvernement. Puisque nous sentons que si on sent cette lourdeur, il faudrait mettre en place des figures, des personnes qui acceptent. Parce qu'il y a aujourd'hui des réalisations.
On parle souvent que du côté négatif. Mais on doit le dire, d'ailleurs, pendant ce festival, on aura à vivre ou encore à entendre aussi des prouesses que nous avons eues. Il y a l'IGF qui est en train de faire un travail, il y a la ville à travers son gouverneur qui est en train de booster, il y a chacun dans son domaine. Au fait, il faudra maintenant écouter d'abord jusqu'où. L'objectif de ces festivals, c'est de comprendre d'abord, c'est situer, comprendre où nous en sommes maintenant. Et bon, puisque nous savons qu'il y a eu crise sanitaire, crise économique, après cette crise, comment nous nous organisons? Est-ce qu'il faut toujours que nous restions dans les anciennes logiques ou est-ce que nous devons maintenant aller de l'avant? C'est pour ça qu'on a même associé plusieurs partenaires de l'Union européenne aussi qui a une part parce qu'elle dit qu'elle va accompagner, elle accompagne et elle va accompagner l'économie de la RDC de l'après-Covid-19. Ok, mais dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que peut-être que c'est parce qu'on ne comprend pas déjà au départ qu'est-ce qui a été prévu pour être fait même par le gouvernement. Le gouvernement donne le go. Ok, le gouvernement donne le go. Il faudrait que la population, tout le monde s'en imprègne, comprenne c'est quoi exactement le plan que le gouvernement a mis en place pour l'économie congolaise. Et quand on sait déjà définir où est-ce que nous sommes, à partir de là, nous savons comment faire pour... et maintenant, ils vont nous parler de ce qu'ils prévoient de faire après cette crise. Et nous, on va maintenant booster, mobiliser, prendre ce message, pérenniser, le ramener le plus loin possible dans l'objectif de pouvoir très belle initiative. Mais là, vous avez parlé de l'Union européenne, vous avez parlé donc du monde occidental. Tout le monde le sait aujourd'hui que l'économie congolaise est très extravertie. C'est depuis la décolonisation, d'ailleurs depuis 1960. On n'a fait que continuer cette extraversion de notre économie. Alors, si aujourd'hui on pose la question à Ruth Ngwanza, la journaliste, quel est l'impact ou où se situe, où se limite la mainmise des Occidentaux sur notre économie aujourd'hui? Parce que beaucoup disent que tout ce que nous faisons, que ce soit dans le milieu politique et dans le milieu économique, il y a la mainmise des Occidentaux, les impérialistes et les autres. Pour vous, est-ce que nous devons toujours attendre l'aide de ces Occidentaux? Est-ce que ces Occidentaux doivent toujours nous accompagner? Ou nous devons à un moment dire non, on arrête, on prend ou on se récocriville un peu et on compte que sur nos propres efforts. Là, je parle à la journaliste, à celle qui a une vision pour son pays. Non, mais parlons même de la vision pour notre pays. C'est vrai que nous nous en plaignons. On dit qu'ils ont toujours la main mise, mais on ne peut pas non plus se relâcher maintenant. Se dire que oui, nous sommes arrivés, parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas. Le fait de ne pas reconnaître que nous pouvons y aller seuls, nous remet encore, nous recule encore. Mais puisque ces gens-là, les Occidentaux, oui, ils n'ont pas le contrôle total, parce qu'on doit le dire, ils n'ont pas non plus le contrôle total, ils apportent un accompagnement et on doit maintenant essayer de limiter jusqu'où, c'est justement ça d'ailleurs, définir jusqu'où ils doivent aller. Est-ce qu'il faudrait vraiment que nous nous laissions emballer, parce qu'il ne faut pas non plus que nous nous laissions emballer, il faudrait que nous puissions définir clairement les limites de ces personnes qui nous accompagnent. Mais c'est dire que maintenant on va se relâcher, dire que oui, nous sommes arrivés, c'est vrai que nous sommes un pays souverain, mais on a toujours besoin, on a d'abord, moi en tout cas, sincèrement, je dis qu'il y a encore un travail, il y a encore un grand travail à faire et donc on a encore le temps, on doit avoir des partenaires, on doit les prendre comme partenaires. On ne doit pas se dire que oui, ils sont là, ils nous donnent, ils ne doivent pas avoir de l'ascendance sur nous. Non, on doit se dire que oui, c'est des partenaires qui nous accompagnent parce que eux, ils ne viennent pas seulement nous booster, ils profitent aussi de nous en même temps. Et donc, il faudrait que nous puissions les prendre comme des partenaires au même niveau et ensemble voir jusqu'où aller tout en définissant les limites de chacun. Quand j'ai parlé de l'Union européenne, moi j'ai dit qu'on leur a dit, bon, puisque nous sommes des partenaires, comment vous pensez que vous pouvez nous accompagner? D'ailleurs, c'est au fait ça l'objectif du festival aussi. Écoutez ces gens-là, puisqu'il sera là l'ambassadeur, le représentant de l'Union européenne en RDC. Il va nous dire à quel niveau, à quelle hauteur ou à quelle limite et il pense pouvoir accompagner l'économie de l'après-Covid-19. Et là, il y aura vous, les journalistes, il y aura des acteurs qui seront là pour écouter. Quand on sent que non, là déjà, c'est quoi l'intention, c'est quoi les objectifs? Est-ce que c'est pour continuer toujours à prendre les déçus sur nous ou c'est vraiment pour comme ils nous prennent vraiment comme des partenaires? Est-ce qu'il faut qu'on continue? Est-ce qu'il faut qu'on s'arrête? Il faut que nous puissions nous-mêmes être en mesure de nous demander où est-ce que nous en sommes. Ruth Ngwanza, est-ce qu'aujourd'hui le monde évolue dans le thème après Covid, avant Covid, comme c'est dit, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Aujourd'hui, le monde évolue comme ça, c'est l'avant-Covid et l'après-Covid aujourd'hui? Oui, l'avant-Covid et l'après-Covid. Parce que là, d'ailleurs, c'est avant Covid, pendant Covid et après Covid.
Et donc, l'avant-Covid, on a vécu, on sait tout ce qu'on a vécu, les Covid, c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais après, on doit le prévoir maintenant, parce que si on doit attendre, déjà qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on va parler de l'après-Covid-19. Il y a une troisième vague qui est annoncée, ça évolue comme ça, et c'est partout le monde entier. Et donc, nous, on pense que c'est maintenant qu'il faut prévoir, qu'il faut mettre en place des stratégies, des mécanismes pour l'après-Covid-19, pour que nous ayons un pays prospère, pour que nous ayons un pays qui soit digne d'être appelé grand pays. Vous vous focalisez beaucoup plus sur Kinshasa. Kinshasa, ce n'est pas la République démocratique du Congo, on nous dit toujours ça. Est-ce que ce festival, vous envisagez aussi de l'étendre sur d'autres villes de la RDC? Exactement. Nous, déjà l'année prochaine, on a déjà ciblé la ville où va se tenir ce festival l'année prochaine. J'espère que ce n'est pas à Kolwezi. Dites-moi ça. Non, ce ne sera pas à Kolwezi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On était en train de voir Lubumbashi. Mais bon, on a décidé de commencer par Kinshasa. Parce que d'abord, nous sommes à Kinshasa. Le journal, c'est vrai que je l'ai dit, nous distribuons à travers plusieurs provinces de la RDC. Mais puisque nous sommes à Kinshasa, Kinshasa, c'est la capitale. Kinshasa réunit pratiquement... Kinshasa, c'est la capitale de la RDC. Il fallait commencer par ici. Réunir d'abord les acteurs de Kinshasa. Comprendre les réalités, les problèmes qu'il faut résoudre à Kinshasa. C'est au travers de ça, ce modèle que nous donnons déjà en février prochain, qui va nous permettre maintenant d'aller aussi dans différentes provinces, comprendre est-ce que c'est les mêmes défis que nous allons relever de l'autre côté. Est-ce qu'il faut prendre le même format, ramener dans d'autres provinces, ou il faut faire un autre format vraiment qui coïncide ou encore qui cadre avec la réalité des différentes provinces? Donc, on a commencé par Kinshasa. D'abord parce que nous sommes à Kinshasa, parce que nous voulions... parce que dans cet événement, on va inviter, il y a les gouverneurs de certaines provinces qui vont aussi venir. Il y a 4 gouverneurs qui sont invités à ce festival. Donc, ça veut dire qu'ils vont aussi intervenir. Chacun va parler aussi du défi de sa province. Bon, on espère que ce sont les mêmes gouverneurs qui vont être... Est-ce que vous avez ouvert... vous allez donner la voix à la diaspora congolaise, parce que personne n'oublie leur impact dans l'économie congolaise, que ce soit formel ou informel. Est-ce que vous leur donnerez la voix aussi Exactement. Nous avons jusqu'ici, parce que comme je vous ai dit, on est dans la phase en train de finir, boucler les négociations avec les différentes parties prenantes. Mais là déjà, nous avons 2 Congolais de la diaspora qui sont parmi les intervenants. Tout à l'heure, quand je vais vous présenter, vous allez voir. Parce que là, comme on a commencé la communication depuis pendant le mois de novembre, c'est en décembre que nous allons lancer officiellement le spot avec les visages des intervenants et leurs thèmes. Et donc, vous allez voir que nous n'avons rien laissé. On a pris aussi, on a tenu compte de la diaspora, des Congolais de la diaspora. Et des femmes aussi, hein. Bon, on a 2 hommes. Bon, c'est pas tard, on a encore tout le temps, juste tout le mois de novembre pour prendre les problèmes avec les femmes aussi. C'est tel, nous, on sollicite les femmes. Des fois, elles sont lourdes. Les hommes, ils sont souples. Ils ont sauté dessus, mais on va prendre les femmes, puisque ça, c'est une recommandation que j'ai prise. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses en République démocratique du Congo. Je pense à celle-là et je crois que c'est l'occasion pour elles de se rendre un peu plus visible. Nous allons parler du COP26. Je ne peux ne pas en parler parce que j'ai une journaliste avec moi. La RDC a été fortement visible lors de ce dernier COP26 et l'implication personnelle du chef de l'État, on l'a vu, et même l'implication du ministre de l'Environnement. Est-ce que pour vous, nous sortons gagnants de ce dernier COP26? Bien sûr que nous sortons gagnants. D'ailleurs, la population congolaise l'a démontré d'une autre manière. Je ne sais pas s'il y a 2 camps. Il y a ceux qui disent que c'était la bonne, d'autres qui disent que non. Mais je pense que la population est satisfaite du fait que le chef de l'État, d'abord, il a eu une place. C'était ça. Il fallait d'abord ça, que nous puissions avoir une place, que nous puissions avoir une voix quand les grandes décisions sont prises. Le chef d'État s'est impliqué, ainsi que la ministre de l'Environnement, comme vous le dites. Donc, il y a des raisons d'être jusqu'ici, avec la théorie, il y a des raisons d'être satisfait, de se dire que oui, les RDC, de petit à petit, on commence à emmener notre voix un peu plus loin. Et donc, moi, je m'abstiens de plusieurs commentaires, mais je pense que oui, c'est positif. La taxe carbone, ça y est, beaucoup de pays, on a vu les chiffres, l'Afrique du Sud avec autant de milliards et tout ça, mais beaucoup disent que pour la RDC, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on devait normalement avoir. Nous sommes le 2e poumon économique de la planète. Nous avons une forêt équatoriale dense, immense. Nous avons de l'eau, notre hydrographie est très riche, très dense, mais on ne récolte pas souvent les mêmes proportions par rapport au dédommagement, parce que qu'on le veuille ou pas, sans nous, la planète va exploser, va imploser.
Exactement. Bon, 1 milliard, 1,5 milliard pour le financer pour le bassin. Bon, je pense que c'est comme je l'ai dit au début, ça dépend aussi de nous-mêmes. Nous, normalement, on devrait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait revendiquer, il fallait porter haut la voix, il fallait peut-être mettre plus de stratégies en place. Mais déjà, c'est comme on dit, quand il y a une avancée qui est significative, il faudrait, parce qu'avant, on ne pouvait même pas parler, on ne pouvait même pas en parler. Les Congolais ne savaient rien. Mais maintenant, là, on a vu quand même qu'il y a eu un pas. Il faudrait maintenant chercher à récupérer sa place et dire que oui, bon, ça c'est un pas. Est-ce que j'y prends? Est-ce qu'il faut que j'ai continué d'attendre ça? Et ça, c'est les gouvernements, au fait. C'est les gouvernements qui doivent mettre des stratégies en place et puis se dire qu'il faut que nous puissions commencer maintenant à revendiquer. Si on attend toujours qu'on nous dise oui, la RDC elle est riche, c'est nous, normalement, nous sommes le deuxième pays, on devait bénéficier de ça, mais il ne suffit pas de le dire, il faudrait revendiquer, il faudrait mettre en place des stratégies. Nous avons fait le tour de la question par rapport au COP19. Revenons un peu ici, nous allons parler de plusieurs défis parce que nous allons parler d'un secteur qui est deux fois qu'on néglige un peu, c'est l'aviation. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai suivi que nous allons être en collaboration avec Ethiopian Airlines et avec d'autres compagnies que nous allons aujourd'hui desservir, que Air Congo va desservir aujourd'hui plusieurs villes de la RDC. Ruth Mwanza, journaliste, pour vous, la RDC, avec cette coopération, peut s'en sortir parce que nous n'avons pas d'avion. Nous n'avons rien. Est-ce que c'est avec ces genres de coopération que l'aviation moderne congolaise peut s'en sortir? Mais non, parce que déjà, moi, quand on a parlé de ça, c'est vrai que c'est bon, mais déjà, on a Congo Airways, c'est une compagnie nationale. Déjà, il fallait essayer de voir à notre niveau ici, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire. Si déjà on s'est plaint qu'il n'y a pas d'avion même pour la compagnie nationale, est-ce que la coopération, c'est dans ce cadre qu'on a même parlé des Occidentaux, on a dit qu'on a l'impression qu'ils veulent toujours nous accompagner. C'est parce que justement ils sentent que nous-mêmes aussi nous avons des lacunes à notre niveau. Parce qu'on pense qu'il faut que nous puissions accumuler, que nous puissions toujours nouer des partenariats qui pourront peut-être nous faire avancer. Mais après, nous ne prenons pas le temps ou encore la peine, nous ne donnons pas la peine de vérifier que nous sommes vraiment en mesure de les faire. La coopération, elle n'est pas mal, on va voir ce que ça va donner. Mais déjà, moi, je pense qu'il fallait que nous puissions mûrir l'idée à notre niveau. Les gouvernements devraient vraiment, dans ces secteurs de l'aviation, essayer de mûrir l'idée, voir d'abord quels sont le problème ou encore le défi, les obstacles que la première compagnie lancée a dû faire face. Est-ce que ces problèmes ont été résolus? Est-ce que maintenant, nous pouvons nous dire que oui, la RDC est en mesure, déjà avant même de passer à Air Congo, c'est-à-dire que Congo Airways, qu'est-ce que tu as donné, qu'est-ce que tu n'as pas donné? S'il fallait revenir, il fallait d'abord essayer d'améliorer ce que nous avons et voir comment, avec ce que nous avions déjà depuis plusieurs années, nouer les partenariats avec l'étranger. Mais bon, si les gouvernements pensent que c'est la meilleure idée, nous, on va voir à notre niveau en tant que journaliste, nous, on va faire notre travail, on va faire des enquêtes, on va mener des investigations et on va les suivre jusqu'à voir quels sont les résultats qui peuvent être attendus. Mais moi, je pense que c'est aller vite en besogne, au fait. Tout commence par qui est journaliste en République démocratique du Congo. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Le journaliste, c'est lui qui non. On connaît tout ça, on connaît la formule. Donc aujourd'hui, être journaliste, c'est pas forcément Ruth Mwanza passer par une école de journalisme. Ben, c'est ça la porte ouverte dans tous ces abus. Selon une certaine faction, une certaine voilà. Une certaine lecture des gens qui pensent que comme si tu sais récolter, traiter, tu es journaliste. Tu es journaliste. Et encore, si tu parles bien et tu écris bien, tu es journaliste. Moi, je pense qu'on doit tenir compte des bases. Il faut qu'il y ait une formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas. Et puis, avant la formation, c'est pas seulement passé par l'IFASIC. Il y a en dehors de l'IFASIC, parce que là-bas, c'est tout un cycle. Mais après, il y a aussi des centres de formation. Au fait, il faudrait qu'il y ait un soubassement. Il faudrait genre de mise à niveau à chaque fois. Qu'on oblige certains journalistes après 2-3 ans. Exactement. Il faudrait qu'il y ait des mises à niveau. Parce que oui, c'est vrai, il y a même des journalistes qui ont fini à l'IFASIC, même à l'ISTI, je ne sais pas, mais il y a des journalistes qui ont fini à l'IFASIC 5 ans après. Mais bon, on voit, tu regardes Métudé et il ne se comporte pas comme un journaliste. Je pense que oui, il faudrait qu'il y ait des mises à niveau. De temps en temps, il faudrait que les journalistes eux-mêmes d'abord, même si on ne va pas attendre ça du gouvernement. Après, nous-mêmes, les organes de presse peuvent penser, les associations patronales peuvent réfléchir à ces genres de stratégies à mettre en place, parce qu'il faut qu'il y ait il faut que nous puissions définir qui est journaliste, qui doit se prévaloir journaliste, qui doit réellement faire ce travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de noirs et c'est eux qui sont en train de gâcher, qui sont en train de tout gâcher. Et aussi, comme j'ai dit, il ne faudrait pas non plus qu'on privilégie
aussi un groupe des journalistes, parlant de l'ancienneté, c'est vrai que ça compte, l'expérience, mais il y a aussi ceux qui... Donc, la nouvelle génération, bien, vous vous sentez un peu lésé, c'est ça? Oui, un tout petit peu, parce qu'il y a aussi des jeunes... On ne tient pas compte de Ruth Ngwanza, on ne tient pas compte de... Voilà, on tient beaucoup, je ne peux pas me citer, mais donc... Mais pourquoi pas beaucoup plus compte de PS que Ruth Ngwanza, et pourtant nous sommes tous consoeurs, c'est ça? Oui, mais bon, moi je ne parle pas de moi précisément, parce qu'après, il faudrait aussi, moi je dis, il faudrait aussi faire ses preuves. Il faudrait, on ne va pas rester là à attendre que oui, on vous ramène. Paulette Kimontou a fait du chemin, elle a de l'expérience, elle a commencé quelque part. Aujourd'hui, c'est parce que justement, elle a fait des preuves qu'aujourd'hui, personne ne peut contexter le professionnalisme de Paulette Kimontou. Il faudrait aussi que les journalistes, et surtout les jeunes, nous, c'est notre défi, les jeunes femmes, il faudrait aussi que chacune fasse ses preuves, qu'elle démontre de quoi il faut bien faire son travail. C'est pour ça que j'ai dit, quand on est bien formé, quand de temps en temps, on fait un effort de se mettre à niveau, et quand on fait bien son travail, c'est le travail qui parle à notre place. Mais après, le favoritisme aussi, il intervient toujours, mais c'est ce que nous sommes en train de Nous allons terminer, nous sommes vraiment en train de chuter. Comme j'ai une femme avec moi, je ne peux qu'en parler. La mode, le make-up et tout ça. Vraiment, accordez-moi quelques minutes, j'ai une journaliste avec moi. On dit ces derniers temps, les femmes d'aujourd'hui sont des femmes trop make-upées. J'espère que moi non, hein, je ne suis pas trop make-upée. Trop make-upée, trop tout ça. Les journalistes s'habillent mal et voilà. Quelle est la place du make-up et de la mode dans la vie de Ruth Ngwanza en tant que journaliste aujourd'hui? Est-ce que doit-on être nature, doit-on se make-upper ou doit-on doser faire vraiment comment dire, vraiment la limite entre les deux, pas trop, pas sans? Comment vous trouvez tout ça aujourd'hui? Parce que nous sommes très exposés, surtout nous qui passons à la télévision, donc vous êtes dans la presse écrite, vous vous cachez un peu. Mais est-ce que la mode, le make-up a une place importante dans votre vie? Oui, c'est vrai que ça a eu une place, mais ce n'est pas indispensable non plus. C'est comme on a dit, il faut toujours équilibrer. Parce qu'après, aujourd'hui, avec ce qu'on voit, on s'est dit, mais attendez, il faut regarder une femme, mais c'est exagéré au fait, de nos jours, surtout avec nous, les jeunes. C'est des fois exagéré, on voudrait, mais bon, après, on ne va pas dire non plus qu'il ne faut pas être à la mode, surtout pour les journalistes de la télévision, les journalistes, elles doivent, oui, en tout, on doit essayer de modérer, juste essayer de modérer, parce qu'après, il ne faut pas non plus, au lieu de donner l'information, les gens se focalisent sur ce que tu es en train de dire, on commence à regarder comment elle est habillée, c'est vrai, on doit tenir compte de l'habillement, on n'y peut rien. On n'y peut rien, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais bon, après, quand tu es journaliste, il y a on sait que parlant même de l'éthique personnelle et de la déontologie de notre métier, on sait que nous devons bien nous présenter, mais le make-up aujourd'hui, c'est quand même devenu exagéré, parce que ça prend du temps. Moi, d'ailleurs, je me dis que ça n'a pas trop une grande place chez moi, parce que ça m'embête des fois, je dis que ça prend trop de temps quand tu as une interview à 9 h juste, et que tu sais que tu dois te maquiller, il faut te réveiller, il faut commencer le make-up à 7 h. Pour te rassurer que oui, au plus tard, 8 h, j'aurai fini. Ça prend le temps et des fois, ça nous distrait. Les jeunes femmes aujourd'hui, c'est cache plus derrière le make-up. Elles se disent qu'il faut soigner l'apparence physique, il faut bien se présenter, il faut être belle, il faut être à la mode, il faut être bien habillée. Après, on se cache tellement derrière ça qu'au fond, on n'a plus rien à donner en dehors de cet aspect physique. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il faudrait que nous sommes des femmes aussi, il faudrait que nous puissions bien nous entretenir, mais il faudrait qu'il y ait un équilibre. Entre les deux. Pas exagérer. C'est pour cela, voilà, il ne faut pas être du genre belle et tais-toi, donc il faut savoir, moi j'ai dit toujours, la beauté et l'intelligence, c'est toujours un choc qui est magnifique. Une belle femme est très intelligente comme Ruth Ngwanza, c'est très agréable à entendre. Et je crois que même les caméramans sont bouche bée, hein, quand ils écoutent Ruth, il y en a qui sont bouche bée, ils ne croyaient pas que Ruth pouvait dire des choses comme ça. Je vois leurs expressions, là, ils sont là, bouche bée. Hein, et c'est ça qui fait extrêmement plaisir, parce que quand on voit une belle femme, des fois on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle va encore dire celle-là, mais aujourd'hui ça m'a émerveillé quand je vois le regard de mes caméramans. Je me dis, voilà, c'est ça que j'aime, la beauté, la bonté et l'intelligence. Et c'est vous le modèle, voilà, donc on vous prend pour modèle. Ça fait extrêmement plaisir. Bientôt, la prochaine fois, je viendrai en appui comme Paulette Kimontou. Je pense que ça va nous épargner de beaucoup de choses. Voilà, moi j'adore le make-up, j'adore la coiffure, j'adore la mode, mais ne vous fiez seulement pas à ça, parce que là, il y en a. Il y en a beaucoup, et ici, il y en a aussi. Et je le manifeste souvent en aimant ce pays plus que tout au monde. Après mes enfants, après Dieu, mes enfants, mon pays. Ce sont mes trois amours, mes trois passions. Et pour le Congo, je suis prête à recevoir toutes les insultes possibles. Je suis prête à être critiquée. Je suis prête à être haïe. Voilà, c'est pour le Congo. Et nous, on attend voir Paulette Kimontou demain à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas à la présidence de la République? Ça, on en a hâte. Ça ne vient pas de moi. Voilà. Ça, on attend toujours. On est prêt. On va vraiment...
Elle mérite de toute façon. Voilà, merci Ruth Ngwanza. Donc, vraiment, nous avons parlé. Je vous inviterai donc d'ici là avec beaucoup de spots. Vous allez voir ça sur la Lyon Télévision officielle. Le défi congolais après la Covid. Ruth Ngwanza, vraiment, c'est une très très bonne initiative. Nous serons là pour vous soutenir. L'économie congolaise doit se mettre debout et nous devons relancer ce pays. C'est notre pays, comme elle a dit, c'est notre patrimoine commun. Nous devons mettre ensemble nos intelligences. Nous devons mettre ensemble nos compétences, chacun à sa manière, chacun dans son domaine précis pour pouvoir aider ce pays. Merci à vous, merci à Ruth Ngwanza. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On se reverra bientôt. Au revoir.